Ouais, on a vu donc ce monde imaginaire pour remplacer un monde un monde réel dans lequel Donald Trump est en train de perdre des points. Et donc évidemment, tout ça est dans l'optique des élections de mi-mandat. Ces élections qui vont arriver le 3 novembre prochain, même si on va commencer selon les États à voter avant. On est dans la dernière ligne droite. Et tiens, si tu peux nous montrer ce dessin, Thomas, sur Trump 2026, parce que je l'ai trouvé très juste. Ça va arriver. Voilà, il arrive. On en est là. Donc, de rappeler qu'en fait, les élections de mi-mandat vont être un référendum sur Donald Trump. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Et c'est pour ça que Donald Trump a besoin en permanence de créer cette réalité parallèle, complètement inventée, parce que dans la réalité, tout va mal, on vous l'a montré. Et je voudrais qu'on commence par cette transcription d'une interview que G. Elliot Morris a faite pour un journaliste, un chroniqueur du New York Times, qui a aussi sa page Substack, Paul Krugman, qui est allé l'interroger sur la situation actuelle. Donc, on va partir de tout ça. Et donc, vous voyez que il estime qu'aujourd'hui, alors est-ce qu'il est trop optimiste ou pas? On verra. Mais il estime qu'aujourd'hui, les sondages et les analyses que nous avons sont en retard sur la réalité. Ce point de retard sur la réalité, on sait que c'est souvent un point que met en avant aussi Jean-Marc, en disant que souvent il y a un écart de près de 3 semaines entre l'opinion et un véritable sondage. Et donc, il explique que si ce n'était pas pour le gerrymandering, donc il revient sur les différents détails de ce gerrymandering-là, de ce découpage électoral, euh, les, euh, la chance des démocrates de gagner la Chambre des représentants, en fait, serait près de 96-97%. Et donc, quand il parle de retard, il dit que dans la réalité, la situation est plus bleue que ce que l'on croit, et que en utilisant la data, on va revenir sur différents éléments qu'il met en avant. Il dit que il estime qu'on va se retrouver face à une vague historique qui potentiellement va permettre aux démocrates, évidemment, de gagner facilement la Chambre, mais aussi le Sénat. Il propose aussi, c'est pas dans cet extrait-là, mais il propose aussi un calcul qui est extrêmement intéressant sur ce sentiment de perception de la victoire, de l'étendue de la victoire de Donald Trump. Et donc, je vais vous le résumer parce que je veux que ça soit quelque chose que vous gardiez en tête en permanence. Il dit, voilà, on va simplifier. Donald Trump, en 2024, a gagné la moitié de l'électorat qui s'est présenté. Il a gagné juste un petit peu plus, à environ la moitié des électeurs qui sont allés voter en 2024. La moitié des électeurs, ça représente dans la réalité un tiers de la population adulte des États-Unis. Donc, en 2024, il y a un tiers des Américains qui ont voté pour Donald Trump. Et il dit qu'aujourd'hui, on prend les chiffres, toutes les données qu'on a, les sondages de popularité, les midterms, les sondages plus précis sur quoi il est réussi, sur quoi il n'a pas réussi. Aujourd'hui, il estime que 15% de la population américaine dans son ensemble est un soutien à Donald Trump. Il n'a plus que 15% des Américains qui sont derrière lui. Et pourquoi je voulais qu'on commence par ça? Parce que je voulais avoir ton retour, Cody, là-dessus. Souvent, on en parle qu'il y a moins de visibilité du soutien de Donald Trump. Alors qu'on est dans une année qui est électorale, certes, il ne se présente pas, mais je peux vous assurer, pour avoir vécu les années de son premier mandat et les années entre les mandats, c'est que c'était pas
parce qu'on n'était pas dans une année électorale que les gens n'avaient pas les casquettes rouges, etc. etc. Et quand aujourd'hui, quelqu'un comme G. Elliot Morris, qui est considéré par quelqu'un comme Paul Krugman, qui est peut-être un des meilleurs penseurs sur la situation aux États-Unis, qui dit ben voilà, c'est le meilleur analyste politique en ce moment des États-Unis, quand il dit dans la réalité, le soutien de Donald Trump, c'est 15% de la population et pas plus. Alors évidemment, c'est aussi un côté rassurant, mais c'est quelque chose que l'on ressent, non? Que l'on voit. Oui, ce truc de ne pas avoir les casquettes, je sais qu'avec Thomas, on a voyagé récemment avec des aéroports. Dans des aéroports. Dans des aéroports avec Thomas. Et il y avait une époque où on voyait les casquettes rouges. On voyait des gens qui portaient soit les casquettes, des t-shirts, il y avait des stickers sur les valises, ou il y avait des signes d'extérieur qu'on était MAGA, et on était fiers de l'être. Ouais. Et on a fait ce voyage de Vegas à San Francisco, mais donc ça fait quand même 2 aéroports où des fois il y a des gens qui passent qui ne sont pas d'un état, et on n'a pas vu une seule casquette MAGA, on n'a pas vu un seul autocollant, on n'a rien vu qui montrait « je suis MAGA ». Ouais, non, c'est un point intéressant. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet? Je crois que pour moi, où je l'ai plus vu ou ressenti, c'est même pas visuellement, mais il y avait une époque pendant Trump 1, par exemple, où même il y a un peu pendant l'élection, où quand tu fréquentais quelqu'un pour la première fois, quand tu rencontrais quelqu'un pour la première fois, tu ne savais pas vraiment pour l'instant, ok, est-ce que c'est quelqu'un de MAGA ou pas? Et il y avait certains sujets que peut-être tu voulais éviter, parce que voilà, aujourd'hui, il n'y a plus ça. J'ai l'impression que même quand on rencontre quelqu'un, que ce soit à la salle de sport ou dehors pour la première fois, cette personne, ils vont pas être là à te dire « Ah, mais t'es pas américain » si tu commences à te plaindre de l'économie. Si tu dis « Waouh, vous avez vu quand même le prix de l'essence en ce moment » ou c'est quand même fou cette histoire qu'on n'a pas encore les dossiers Epstein », il y a à peu près tout le monde qui sera de ce côté-là. Et je crois que ça, c'est quelque chose où on avait presque peur des fois, quand on vivait dans Trump 1 ou au début de Trump 2, de dire à des nouvelles personnes où on était politiquement. Ouais, et tant qu'on est dans les expériences personnelles, alors évidemment, c'est des échantillons limités, mais c'est pour ça que d'abord, je vous ai parlé des chiffres mis en avant par Elliot Morris en disant, voilà, au maximum, aujourd'hui, c'est 15% de la population qui soutient MAGA, les politiques MAGA. Une autre expérience, c'est dans les casinos. Les casinos, il y a toujours eu beaucoup de personnes, plus particulièrement dans les salles de poker. Moi, mes premières casquettes rouges, je les ai vues dans les salles de poker et elles ont quasiment disparu, ce qui est bien regrettable parce que moi j'adorais aller les viser et jouer contre eux parce que c'était assez... Non, au-delà du côté... du côté vaguelette, c'est souvent des personnes qui avaient certaines limites. Je ne vais pas rentrer dans le poker, mais qui avaient certaines limites. Donc, c'était toujours bien à une table, lorsque vous avez quelqu'un avec une casquette MAGA, dire, ben voilà, ça, c'est ma cible, c'est mon point faible et je vais l'attaquer. Malheureusement, elles ne sont plus là. Mais donc, voilà. Donc, 15%, gardez-le en tête quand on dit oui, les Américains, déjà, il n'y a que 30% de la population qui, malheureusement, pas malheureusement, mais 30%, les chiffres de Donald Trump, c'est un tiers de la population américaine adulte. Et au-delà de ça, aujourd'hui, c'est 15%. On va continuer dans cette transcription de G. Elliot Morris qui va nous permettre de voyager à travers pas mal de chiffres et pas mal de points intéressants. Donc, il dit que, par exemple, pour que les démocrates gagnent l'élection et gagnent la majorité au minimum à la Chambre, il faudrait que du côté de l'élection générale, que le Parti démocrate termine avec 3,5 points de plus que sur les républicains. Lorsqu'il parle du découpage électoral, alors que beaucoup de monde dit ça a permis 10 sièges de plus à Donald Trump, lui dit non, c'est pas vrai. La data démontre que la plupart de ces sièges, même qu'ils ont été faits sur mesure pour les républicains, dans le contexte actuel, ils n'arriveront pas tous à les gagner et il estime que finalement, il n'y a que 5 sièges. Ça ouvre que 5 sièges aux républicains. Aujourd'hui, les derniers sondages qui sont tombés dans ce qu'on appelle le Generic Ballot, donc on vous parle de 3,5 points d'avance pour les démocrates, démontrent une avance des démocrates entre 8 et 11 points. Donc là, on dit s'il y a 3,5 points de plus, les républicains ont perdu.
On continue Thomas. Autre point, cette étude qu'il a fait en avant en se disant, est-ce que, on en parlait tout à l'heure de l'impact du prix de l'essence, et si demain, Donald Trump, qui est complètement piégé du côté de l'Iran, qui a besoin de trouver une porte de sortie, ce sont désormais ses généraux qui lui disent il faut sortir, il faut trouver une exit ramp parce que on a trop de problèmes de munitions et ça ne marchera pas ce qu'on est en train de faire. Donc il faut trouver une manière de sortir. C'est ce que lui disent tous ses conseillers par rapport justement aux élections qui arrivent. Et donc Gillian Morris, à quelques jours, s'est demandé si ça avait un impact. Et si le prix de l'essence baissait, imaginons que le prix de l'essence perde $1 d'ici l'élection qui va arriver au mois de novembre, au mois d'octobre, on va dire. Et le premier point intéressant, c'est que pendant très longtemps, oui, on va voir ça, vas-y Thomas, on se rend compte qu'il y avait un impact. Donc déjà, la popularité de Donald Trump qui est plus bas que n'importe quel autre président dans un second terme, pire que Biden, il faut garder ça en tête parce que on sait combien cette impopularité de Biden est venue impacter l'élection gagnée par Donald Trump. Mais donc, quand on va rentrer dans ce prix de l'essence, on va voir que pendant très longtemps, la réalité, c'était que le prix de l'essence... en fait, c'est pas le bon, c'est moi qui l'ai mal daté, tu peux l'enlever. Le prix de l'essence, c'était que lorsque le prix augmente, la courbe de popularité du président, de Trump, s'effondre. Ça a été une réalité depuis le début de la guerre en Iran. Le prix augmente, la popularité de Donald Trump, de popularité de Donald Trump s'effondre. Ouais. Et donc, forcément, quand le prix baisse, la popularité remonte. Sauf que ce n'est plus le cas depuis le mois de juin. C'est intéressant. Ce n'est plus le cas depuis le mois de juin. On va avancer dans l'étude. Donc là, c'est pour vous montrer cette corrélation. Et donc, depuis le mois de juin, ce qui se passe, c'est que les électeurs ont décidé de se dire que non, on a fait notre jugement sur Donald Trump et ce n'est plus une variation du prix de l'essence qui va nous faire changer d'avis. Et Elliot Morris va aller encore plus loin, il va dire c'est quelque chose qui va impacter les républicains jusqu'en 2028. Et il dit la preuve de tout ça, c'est que ça s'est passé exactement pareil pour Biden, où à un moment, même lorsque les résultats économiques sont venus s'améliorer sur tous les fronts, tu vas nous mettre la suivante, même lorsque les prix économiques sont venus s'améliorer, c'était trop tard. Les électeurs ont dit maintenant, j'ai formé mon opinion, on peut essayer tout ce que vous voulez, ça ne passe plus. Le fameux messaging ne passe plus et on ne pardonne pas parce qu'on s'est dit, voilà, ça fait 18 mois qu'il est là, ça fait 2 ans qu'il est là, pour l'un et pour l'autre. C'est déplorable. Et en plus de ça, ce qui est aussi intéressant, c'est que lorsqu'on est arrivé dans une situation économique qui est aussi tragique, vous avez vu l'augmentation des prix, vous avez vu l'inflation, etc., ça ne veut pas dire que demain, une baisse de l'inflation signifie une baisse des prix. Quand on est arrivé à ce niveau-là, une baisse de l'inflation, ça veut dire que l'augmentation des prix ralentit. Ça ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire que ça ralentit. Et donc, toutes ces séries d'études démontrent que, comme ça avait été le cas pour Biden, regardez la courbe, la courbe verte de Biden qui est celle de sa popularité, la courbe de l'inflation inversée, c'est-à-dire que plus elle monte, mieux c'est. Là, pour le coup, ce n'est pas le prix de l'inflation, c'est pour montrer cette corrélation. Vous voyez comment, à un moment, les courbes sont croisées et il estime que pour Trump, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde les données juin et juillet, il n'y a pas d'impact désormais sur Trump. Il ne réussit plus à être collé à cette courbe de l'essence en disant tiens, ce qu'on va faire, on va faire baisser les prix, on va prendre une mesure gouvernementale pour faire baisser les prix, on va enlever des taxes, etc. On est arrivé au point de non-retour là-dessus. Ouais, non, c'est super intéressant.
En plus, si au moins Trump donnait l'impression qu'il faisait quelque chose. Je veux dire, on demande aux électeurs de s'accrocher à quoi en ce moment? C'est quoi, c'est quoi le policy? C'est quoi la promesse que Trump et les républicains vous proposent en disant on est en train de travailler pour vous, on est en train de mettre quelque chose en place? En fait, il n'y a rien. Il y a des Truth Social, des photos de lui où on dit Golden Age. Oui, c'est à peu près la seule chose. On va continuer à avancer dans cette étude. Donc, le rappel qu'on est arrivé à un niveau, et on a vécu la même chose, où lorsque l'inflation ralentisse, en fait, ça veut dire que ce sont l'augmentation des prix qui ralentit, pas que les prix chutent. Donc, pour les Américains, c'est ce qui explique aussi du côté des Bidenomics, le fait de disant, mais regardez, on a des bons chiffres, création d'emplois, etc., etc. Mais le temps que ça vienne impacter le consommateur américain, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il dit que ce qui est en train de se passer maintenant, non seulement ça aura un impact sur 2026, mais sur les midterms, mais ça peut avoir un impact sur 2028. Je trouvais que c'est une analyse extrêmement intéressante. Et donc, G. Elliott Morris, Strength and Number, c'est un site que je soutiens depuis sa création, un site que je soutiens financièrement. C'est un journaliste indépendant. Et si je peux soutenir son site, et le deuxième dont on va parler qui s'appelle 50+1, c'est parce que vous nous soutenez. Ça sert à ça. Entre autres, lorsque vous nous envoyez des super chats ou lorsque vous vous abonnez à maintentmedia.com, c'est pour avoir accès à toutes ces données et donc à soutenir du travail indépendant parce que ce n'est pas un travail qu'on trouve forcément ailleurs. Avant, c'était du travail qui était réservé soit fait par des universitaires, soit par les partis politiques qui, eux, ont ces données-là. Désormais, on y a accès. Donc, merci à tout le monde. Et donc, ce qu'on va faire de manière fréquente, c'est aller voir cette courbe de probabilité de qui va gagner les élections. Courbe de probabilité. Je vous ai déjà parlé de la méthodologie qui est basée sur des dizaines de milliers de projections, les chiffres actuels, les guides économiques, etc., etc. Et donc, lorsqu'ils ont lancé leur courbe de probabilité, donc c'est 50+1, c'est un site dont G. Elliott Morris fait partie avec d'autres spécialistes de la data qui donnent tout, et c'est vraiment ce que j'apprécie, c'est que toutes leurs méthodologies et toutes leurs données sont également disponibles. Si vous voulez refaire 40 000 projections chez vous, vous pouvez le faire. Et donc, ils ont lancé ça il y a exactement une semaine. Et donc, il y a une semaine, ils vous expliquaient qu'au niveau de la Chambre, les démocrates avaient 85% de chances de gagner la Chambre des représentants. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils estimaient que les démocrates avaient 55% de chances de gagner le Sénat. Donc, on est dans une situation où les démocrates auraient la majorité complète au Congrès. Les chiffres ont été mis à jour hier soir, une semaine après. Donc, on va voir ce que ça donne. Du côté de la Chambre, regardez, malgré tout, malgré le découpage électoral, etc., que d'ailleurs G. Elliott Morris appelle ça de la tricherie, que ça soit fait dans un État ou dans un autre. Désormais, les démocrates ont 90% de chances de gagner grâce aux dernières informations. Ce qu'il a intégré, par exemple, dans leur méthodologie, c'est ce qui s'est passé jeudi soir. Je vous ai raconté ça sur Maintenant Média, en direct dans mon bureau. Jeudi soir, avant de voir les chiffres du Sénat, il y a eu des élections primaires républicaine. Et il s'est passé quelque chose d'extrêmement rare. Et en plus de ça, la proximité de calendrier est encore plus troublante. Un candidat sortant, un élu du Congrès, un élu républicain, pour lequel Donald Trump avait apporté son soutien, il s'appelle Ogles, on va voir le soutien de Donald Trump. Il avait apporté son soutien à ce candidat en disant au MAGA d'aller voter pour lui. On est dans le Tennessee, on est dans un État extrêmement rouge. Et donc, Andy Ogles, malgré le soutien de Donald Trump, et ça a été le deuxième dans la semaine, ça a été aussi le cas
du côté du Michigan, où le candidat soutenu par Donald Trump n'a pas gagné. Une des raisons pour laquelle il n'a pas gagné, c'est que même s'il s'est converti, il est passé de musulman à catholique, il a toujours un nom musulman et donc une partie des électeurs MAGA ne sont pas allés voter, mais c'est juste une partie d'explication. Parce que là, en terre rouge, en terre MAGA, Andy Ogles, candidat sortant, et c'est une surprise générale, a été battu par le candidat républicain qui est plus modéré et qui représente une vague plus à l'ancienne, on va dire, du parti républicain. Et ça a été une surprise générale. Et donc, 2 candidats MAGA qui ont été battus cette semaine, malgré le soutien de Trump. Et donc, quand on revient sur tout ce qu'on vous a montré en première partie, dont ce segment de Area 10 qui vous explique que on ne l'aime plus anymore et qu'on ne soutient plus, c'est une source d'inquiétude. Pour vous montrer combien Ogles était dans cette partie la plus radicale du mouvement MAGA, qui d'habitude a un énorme succès avec la base. Je vais vous montrer 3 de ces messages. Évidemment, on est très satisfait de sa défaite. Donc, ce message-là du mois de juin 2026, où il s'attaque à l'homosexualité en disant que l'homosexualité n'a pas de place en Amérique. Il a trouvé que c'était une formule qui était payante, donc il a réutilisé en nous expliquant que c'était les musulmans. Ah non, j'ai 2 fois le même. Je suis désolé, mais sinon, il a fait le même message. Il a fait le même message en expliquant que les musulmans n'avaient pas leur place aux États-Unis. Et vous allez le voir quand, par exemple, Bad Bunny a chanté au moment du Super Bowl. Alors là, c'était tout. C'était un étranger. Il y avait des gays au milieu de tout ça. Il y avait des femmes à moitié nues. Et donc, il voulait qu'on vienne retirer. Il a dit, voilà, j'ai demandé qu'il y ait une enquête du Congrès pour retirer la licence à NBC et se retourner contre la NFL. Ce sont des thèmes extrêmement porteurs. On est dans ces cultural wars qui d'habitude sont extrêmement porteuses pour les républicains. Et là, il vient de perdre. Donc évidemment, tout ça fait qu'aujourd'hui, ça est une série de sondages et une série de décisions de groupes comme le Cook Report, comme l'Université de Virginie avec Larry Sabato, qui ont déclassé certaines élections où on s'attendait que ce soit des victoires sûres de républicains en disant non, finalement, ce sont les démocrates qui ont les avantages, fait qu'à aujourd'hui, on estime du côté de 50+1 que les démocrates ont 90% de chances de remporter la Chambre. Et ça veut dire quoi sur le Sénat ? Et là aussi, évidemment, les écarts ne sont pas les mêmes parce que le Sénat est un avantage pour les républicains, le calendrier électoral est un avantage pour les républicains. On était à 55-45 et donc une semaine après, on est à 56-44. Donc on voit que ça continue à bouger favorablement pour les démocrates et que l'option la plus probable, c'est que les démocrates qui ont 47, écoutez-moi bien, ils ont 47 élus actuellement, terminent le 3 novembre avec 52 élus. C'est encore une fois, c'est fou de dire ça. Quand il y a quelques mois, on ne pouvait jamais imaginer prendre le Sénat. Là, on parle du fait que, OK, il faut juste accepter, si vous êtes républicain, que vous allez vous prendre une vraie claque pour the House de la Chambre, que voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut éviter ce résultat au Sénat parce qu'on est parti pour en doubler? Ouais, alors, tout ça, évidemment, c'est ce qui met Donald Trump sous pression parce qu'on sait déjà ce qui va se passer, la stratégie des démocrates, dès le 3 janvier. Vous savez, les élections, c'est le 3 novembre. La mise en place du nouveau Congrès, c'est le 3 janvier. On en parle tout de suite après ça.